Alors, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un décryptage de la réforme des retraites, donc qui a été votée, ce printemps. Alors avant toute chose, je vais me présenter, rapidement, et présenter donc, la FCN qui est, le cabinet où je suis associée. Donc, déjà la FCN, la plupart d'entre vous, je pense, vous êtes clients. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors nous, on est, un cabinet d'expertise, comptable. Donc on est présent dans à peu près, un très grand quart nord-est de la France. On a à peu près 60 experts comptables associés, dont je fais partie, et 600, un peu plus de 600 collaborateurs. Donc, nos principaux sites sont à Reims, à Épernay, à Paris, mais on est présent dans beaucoup de petites villes, principalement dans tout ce qui est Champagne-Ardenne, Aisne ou encore Normandie. Alors, pour ce qui est de moi, donc, je suis Chloé Marquez. Il y en a peut-être certains, j'ai reconnu quelques noms dans les participants. Certains me connaissent peut-être. On a peut-être déjà échangé sur la préparation de votre retraite, sur votre retraite. Donc moi, je suis expert comptable associé au sein du bureau de Cézanne, c'est dans le sud-ouest de la Marne. En plus d'être expert comptable au niveau du cabinet, j'ai été formée depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur toutes les problématiques de transmission d'entreprise et particulièrement sur les problématiques de fin de carrière et de retraite. Et donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais des audits retraite, de l'accompagnement pour les liquidations retraite pour les clients du cabinet, mais aussi d'autres personnes qui souhaiteraient que nous les accompagnions. Alors, maintenant que les présentations sont faites, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous ai fait un petit récapitulatif de comment on va découper un peu ces 2 heures de présentation. Alors, dans un premier temps, on va parler du contexte de la réforme. Alors, pour faire un petit rappel sur voilà, pourquoi on a décidé de faire comme ça, pas autrement, à quel rythme cette réforme elle va être mise en place. Ensuite, on va rentrer donc vraiment dans le vif du sujet, dans voilà, la réforme en elle-même, en parlant tout d'abord de l'âge de départ et de la durée de cotisation. C'est le point d'orgue, voilà, le point sur lequel il y a eu le plus de conflits pour cette réforme des retraites. Et ensuite, on va parler des différents dispositifs d'accompagnement, des différentes évolutions qu'apporte cette réforme, autre que l'âge de départ et la durée de cotisation. Donc d'abord, le dispositif de retraite anticipée qui va être profondément aménagé par la réforme. Ensuite, tout ce qui est surcote, cumul emploi-retraite et retraite progressive, ça, c'est un petit peu les dispositifs de passage de la voie active à la vie à la retraite. Ensuite, on discutera des mesures qui vont impacter le montant des pensions parce que on repousse l'âge de départ, on change le nombre de trimestres qu'il faut avoir, on change plein de choses, mais on va aussi avoir des mesures qui vont impacter le montant des pensions. Et ensuite, on va parler des autres mesures un peu complémentaires qui ont été mises en place. Enfin, on a profité de cette réforme pour les mettre en place. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de ce que nous, on peut faire, de ce qu'on sait faire au niveau du cabinet FCN pour vous accompagner, pour vous conseiller sur les problématiques de retraite. Alors, tout d'abord, le contexte de la réforme. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a un objectif qui a été affiché par le gouvernement, c'est préserver le système actuel par répartition et parvenir à l'équilibre financier. Alors moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas juger si c'est une bonne réforme, si c'est une mauvaise réforme, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'essayer de la décrypter et de faire en sorte d'accompagner mes clients au mieux pour qu'ils puissent avoir la date de départ qu'ils souhaitent et le montant qu'ils souhaitent. Mais bon, l'objectif affiché, c'est celui-là. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on abandonne complètement l'idée d'un régime universel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand Emmanuel Macron avait été élu de son premier mandat en 2017, il voulait complètement refondre le système, se débarrasser de nos 42 régimes de cotisation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a 42 régimes suivant la profession que l'on a pour cotiser. Il voulait mettre en place un régime universel. Alors tout ça, c'est complètement tombé à l'eau. On va rester vraiment sur une réforme purement, on dit, paramétrique, c'est-à-dire qu'on prend le système tel qu'il est et on change certains paramètres pour le maintenir économiquement. Alors, forcément, c'est des changements qui ne sont pas à la faveur des actifs des futurs retraités. Donc, à côté de ces changements de paramètres, on va mettre en place des mesures d'accompagnement pour atténuer au mieux le report de l'âge légal et l'augmentation de la durée de cotisation.
Donc, ça va être la meilleure prise en compte de la pénibilité principalement, ou alors des mesures en faveur des retraités les plus modestes. Alors, le point quand même vraiment de changement sur ce qui est de la structure de la retraite en France, c'est la suppression des régimes spéciaux. Alors attention, ce n'est pas une suppression des régimes pour les gens qui sont déjà dedans, ce sera une suppression pour les personnes qui sont recrutées à partir de la date de mise en application de la réforme. Alors ça, c'est un petit peu pour faire un peu de contexte. Alors, très rapidement sur la chronologie de la réforme, parce que c'est assez important de le savoir, surtout pour les personnes qui sont proches de la date de départ. Il faut savoir que ça a été une réforme qui a été mise en place extrêmement rapidement. Le projet a été présenté le 10 janvier et a été adopté par 49.3 le 20 mars et promulgué le 14 avril. Donc, c'est une période qui a été extrêmement courte. Et la mise en place, elle est le 1er septembre. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir si peu de débats, ça a un peu cristallisé les tensions, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de manifestations. La deuxième chose qui a plus rapport avec moi, mon métier, ce que je peux vous conseiller, c'est que pour les organismes de retraite, c'est aussi une réforme qui a été très brutale. Ça veut dire que les caisses de retraite sont déjà un peu en flux tendu, ont du mal à gérer tout le flux de futurs retraités qui déposent des dossiers, qui posent des questions, où il y a des erreurs dans les relevés de carrière. Ça va clairement pas s'arranger là dans la période qui arrive parce qu'effectivement, elles vont devoir, en plus de gérer le flux de retraités habituels, on va dire, encaisser toutes les modifications et appliquer toutes les modifications qui vont être apportées par la réforme. Donc ça, c'est important de le savoir au niveau chronologique, c'est que pour les gens qui vont partir à la retraite là bientôt, ça risque d'être c'est déjà pas simple, ça risque d'être encore plus compliqué. Ensuite, donc, dernier point sur la date de mise en application de la réforme. Donc, c'est une mise en application qui est prévue pour le 1er septembre 2023. Alors, il faut savoir un truc par rapport à tout ce que je vais vous raconter par la suite. Aujourd'hui, on a le texte de la réforme des retraites. Alors, ce texte, il n'est pas complet. Ce texte, il donne une vision globale et les grandes lignes de la réforme. Il traite de plusieurs sujets. Il y a certains trucs qui sont déjà décidés dans le texte de la réforme, mais il faut savoir qu'entre la date du 14 avril et la date d'application, c'est-à-dire le 1er septembre, on attend 31 textes complémentaires, donc des décrets et des arrêtés, qui vont venir préciser beaucoup de choses sur la mise en application de cette réforme. Alors, ce qu'il faut savoir, Olivier Dussopt, je vous l'ai mis la citation en grand parce que c'est bien de le savoir, il n'y a pas de retard, nous serons au rendez-vous. Il a dit ça aux Parisiens, je crois, vers la fin du mois de mai. Alors, il faut savoir que là, on arrive à fin juin et qu'on n'a que 2 décrets qui sont parus sur les 31 textes qui sont attendus. Alors, moi, j'espérais qu'en faisant le webinaire fin juin, j'aurais un petit peu plus de décrets, donc j'aurai un peu plus de précision à vous donner sur certaines mesures. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Je vous le signalerai, hein, voilà, quand il y a des choses qui devront être précisées par décret. Et éventuellement, au moment du 1er septembre, on refera peut-être une petite présentation avec le texte définitif et tel qu'il sera appliqué. Alors, donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette réforme des retraites avec la partie qui, normalement, a été assez véhiculée dans les médias pour que beaucoup de gens soient au courant. On va passer de 62 à 64 ans pour l'âge légal. Alors, ça, c'est la première mesure, la plus importante, la principale. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'est-ce que l'âge légal? L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on a le droit de liquider ses pensions, même si on n'a pas tous ses trimestres, même si on n'a pas son taux plein. Et c'est l'âge à partir duquel on est en droit de demander sa retraite. Même si on a tous ses trimestres avant cette date-là, si on n'est pas dans les dispositifs de carrière longue, on ne peut pas liquider sa retraite. C'est vraiment l'âge pivot. Cet âge, donc, il va être porté de 62 à 64 ans. Ça ne va pas se faire d'un seul coup, évidemment. Ça va se faire progressivement en impactant toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. Si vous êtes né avant cette date-là, entre guillemets, vous êtes à peu près tranquille. Normalement, vous ne serez pas peu impacté par la réforme des retraites. Si vous êtes né après cette date-là, en fonction de votre année de naissance, vous allez être de plus en plus impacté par le report de l'âge légal. L'objectif final, c'est qu'à partir de toutes les personnes qui sont nées au 1er janvier 68, donc toutes les personnes nées à partir du 1er janvier 68, partiront avec un âge légal de 64 ans. Alors, cet âge-là, il est valable pour tous les régimes. Je vous ai parlé de 42 régimes, donc on a 42 régimes de retraite.
c'est valable pour tous ces régimes-là. Les seuls qui, pour l'instant, sont un petit peu en suspens, c'est certains régimes de profession libérale qui doivent valider en conseil d'administration le report de 62 à 64 ans. Sachant que pour ces régimes de profession libérale, bien souvent, les complémentaires ont déjà un âge de départ à 65 ans, ça va être une formalité. Autant vous dire que tout le monde, entre guillemets, va y passer. La deuxième grosse évolution, c'est celle de l'allongement de la durée de cotisation. Alors, ce n'est pas vraiment un allongement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme Touraine de 2014 avait prévu déjà cet allongement, de passer de 40 ans de cotisation à 43 ans de cotisation. Sauf que cet allongement, encore une fois, il devait se faire progressivement, c'est-à-dire qu'une personne qui était née en 1960, par exemple, elle avait 167 trimestres à cotiser. Une personne qui était née en une personne née en 63 va avoir 168 trimestres à cotiser. Pour arriver gentiment à partir de l'année 73, où là, les gens qui sont nés à partir de 73 auront bien les 43 ans de cotisation à faire, donc les 172 trimestres à cotiser pour pouvoir partir avec ce qu'on appelle le taux plein, c'est-à-dire sans décote, sans pénalité sur sa retraite. La réforme de 2023, elle ne change pas ces 43 ans-là, on va les garder. Simplement, elle accélère la mise en place de la réforme, c'est-à-dire qu'avant, les personnes qui étaient condamnées à faire 43 ans de cotisation, c'était les personnes nées à partir de 73. Maintenant, ça va être toutes les personnes nées à partir de 1965. C'est-à-dire qu'on va accélérer la mise en place de la réforme pour qu'à partir des personnes nées en 65, il faudra 172 trimestres, 43 ans de cotisation pour espérer partir avec la totalité de sa retraite sans avoir une pénalité sur le montant. La seule chose qui ne va pas changer, donc c'est ce que je vous ai mis en bas, c'est l'âge du taux plein automatique qui reste fixé à 67 ans. On ne le repousse pas de 2 ans comme on a repoussé l'âge légal. Alors, l'âge du taux plein automatique, pour rappeler ce que c'est rapidement, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite, quel que soit votre nombre de trimestres, même si vous avez que 110 ou 120 trimestres, vous partirez sans pénalité. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez une grosse retraite, parce que quand on n'a que 110 ou 120 trimestres, forcément, on n'a pas une grosse retraite, mais on n'a pas, en plus, la double peine d'avoir une pénalité sur cette petite retraite. Voilà. Ça, c'est l'âge qui ne change pas. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça va évoluer, je vous ai mis ce petit tableau. Alors, c'est un tableau qui résume l'évolution. Donc, pour ceux qui sont nés entre 58 et 73, vous pouvez vous trouver dans le petit tableau pour voir un peu comment votre âge légal et comment votre nombre de trimestres va évoluer. On prend quelqu'un qui est né en 64, par exemple. Avant, il pouvait partir à 62 ans. À partir du 1er septembre, il ne pourra plus partir qu'à 63 ans. Avant, il lui fallait 169 trimestres pour espérer partir au taux plein. Maintenant, il lui faudra 171 trimestres pour pouvoir partir au taux plein. Mais par contre, son âge de taux plein automatique reste à 67 ans. Voilà. Donc, ça va être un petit tableau qui va nous être bien utile pour savoir un petit peu qui va pouvoir partir et quand. Et qui servira aussi à savoir quel va être le nombre de trimestres qu'il faudra à chacun pour pouvoir partir sans décote. Alors, comme je vous l'ai dit, on a impacté fortement l'âge légal et on a accéléré la mise en place des 43 ans de cotisation. On va mettre en place à côté des petites mesures d'accompagnement pour essayer de faire en sorte que les gens aient le plus vite possible le nombre de trimestres requis. Là, les quatre encadrés que je vous présente, on a vraiment que des mesures qui vont impacter le nombre de trimestres des gens. Le premier, c'est l'évolution des majorations pour enfants. Alors, quand je parle de majoration pour enfants, là, je parle des fameux 8 trimestres supplémentaires par enfant qui sont attribués par défaut aux mères pour chaque enfant qu'elles ont pu avoir et qu'elles ont pu élever. Alors, il va y avoir une évolution sur ce point de vue-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les enfants qui sont nés à partir de 2010, il y a une possibilité pour 4 des 8 trimestres, qu'on appelle les trimestres éducation, de les attribuer, si on le souhaite, au père. C'est-à-dire que sur les 8 trimestres, on a 4 trimestres qui sont pour la maternité. Donc là, c'est la personne qui accouche et ça reste à la personne qui accouche. On ne peut pas lui retirer. Par contre, il y avait les 4 autres trimestres sont les trimestres éducation. Et ces trimestres éducation-là, si la demande est faite dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant, donc dire la fenêtre de tir extrêmement réduite, on pouvait répartir ces 4 trimestres-là un peu comme on voulait. 0 pour la mère, 4 pour le père, 0 pour le père, 4 pour la mère, 2 chacun. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Ce qu'on s'est rendu compte de certaines choses, c'est que généralement, c'est toujours bien souvent la mère qui prend les temps partiels ou qui arrête de travailler pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et par contre, elle pouvait se retrouver complètement
démunis des 4 trimestres éducation qui étaient attribués à leur demande automatiquement au père. Donc c'est pour ça qu'on a que les législateurs ont décidé que seuls 2 des 4 trimestres éducation pourraient être attribués au père. C'est-à-dire que une mère aura au minimum 6 trimestres sur les 8 sans qu'on puisse lui enlever sous aucun prétexte. Le père pourra éventuellement en avoir 1 ou 2 si la demande est faite dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. La deuxième mesure qui impacte les majorations pour enfants, c'est que la majoration éducation, donc les 4 fameux trimestres éducation, avant la réforme, quand l'enfant décédait avant ses 4 ans, on pouvait retirer tout ou partie de ces trimestres-là. Si l'enfant mourait à 2 ans, eh ben, on retirait 2 des 4 trimestres éducation. Ça paraissait un petit peu dur quand même, parce que perdre un enfant, c'est déjà pas facile. Donc, en plus, on avait cette majoration qui disparaissait. Donc, cette majoration éducation, elle est maintenue en totalité, même si l'enfant décède avant ses 4 ans. Et la dernière mesure qui impacte les majorations pour enfants, c'est que tout parent condamné pour violence pourra être privé de ses majorations pour enfants. Avant, ce n'était pas le cas. Une mère ou un père qui était condamné pour maltraitance avait toujours ses 8 trimestres, enfin, si c'est la mère, 8 trimestres supplémentaires pour enfants au moment du départ en retraite. Ce ne sera plus le cas. Un parent qui est condamné pour violence pourra se faire retirer ses majorations pour enfants. Donc voilà ce qui va concerner les trimestres pour enfants. Ensuite, les trimestres de stage et de formation professionnelle. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait un stage, je ne parle pas des apprentissages et des contrats pro, vraiment des stages. Quand on fait un stage aujourd'hui, généralement, on n'a pas une grosse gratification et bien souvent, il n'y a pas de cotisations qui sont versées, donc on n'a pas le droit à la retraite, sauf à racheter ces trimestres de stage. Alors, avec la réforme, ce qui va changer, c'est que pour certaines périodes de stage et pour un minimum de 50 jours de formation consécutive pour valider un trimestre, on pourra avoir des cotisations versées par les organismes et des trimestres de valider. Alors voilà, les conditions, c'est ça. Il faudra qu'au moins il y ait 50 jours de formation et bien sûr, ce ne sera pas n'importe quel stage. Alors, je voudrais bien vous dire quels stages vont être concernés et quels stages ne vont pas être concernés, mais ça, je vais vous le répéter souvent pendant la formation, ça va être déterminé par décret et le décret n'est pas encore sorti. Mais il faut savoir que pour certains stages, pour certains dispositifs bien particuliers, et si le stage fait au moins 50 jours de formation, on pourra cumuler des trimestres pour ces périodes-là. Ensuite, on va voir un assouplissement de tout ce qui est rachat de trimestre. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des systèmes de rachat qui permettent de racheter à 12 trimestres, par exemple, pour les années incomplètes ou pour certaines années d'études. On a aussi des possibilités de racheter des stages et des périodes d'études à tarif préférentiel, mais dans le cas où on le fait très vite à la fin, on a quelques mois à peine à la fin des stages et des études pour les racheter à tarif très préférentiel. Alors, on va assouplir toutes ces conditions de rachat. On va créer notamment un rachat spécifique pour les sportifs de haut niveau et on va assouplir les possibilités de rachat d'études supérieures et de période de stage. Parce que comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, si on ne le fait pas vraiment dans les mois qui suivent la période de stage et la période d'études, et généralement quand on a 23 ans et qu'on sort de ses études, c'est pas la priorité de racheter les trimestres pour la retraite. Si on le fait pas à ce moment-là, c'est perdu. On le rachète plein pot des années après. On va étendre la durée et les possibilités de rachat d'études supérieures et de période de stage à tarif préférentiel. Et enfin, là, c'est le dernier point qui est peut-être qui n'est pas très connu, c'est qu'on va créer une assurance vieillesse des aidants. Alors, cette assurance vieillesse des aidants qui s'appelait l'AVA, elle va se calquer sur un dispositif qui existe déjà aujourd'hui et qui s'appelle l'AVPF, c'est l'assurance vieillesse des parents en foyer. Alors, l'assurance vieillesse des parents en foyer, ça existe aujourd'hui. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des lignes assurance vieillesse des parents en foyer sur leur relevé de carrière. Alors ça, c'est des cotisations qui sont attribuées gratuitement pour tous les parents, mère ou père. Hein, ça, c'est souvent les mères qui ont droit, enfin qui sont dans les clous pour les avoir, mais ça peut être pour les deux. C'est des cotisations et des trimestres qui sont attribués gratuitement pour les mères et les pères qui ont réduit, voire arrêté leur activité professionnelle pendant quelques années suite à la naissance d'un enfant. Donc, cette AVPF qui existe depuis des années va être complétée par une assurance vieillesse des aidants qui marchera sur le même principe, c'est-à-dire des cotisations qui vont être versées gratuitement par la CAF pour le compte des assurés
et qui sera versé non pas seulement dans le cas où on réduit son activité pour élever un enfant, mais dans le cas où on a un enfant handicapé, où on s'occupe d'un adulte handicapé, et éventuellement aussi, ça pareil, ce sera déterminé par décret, encore une fois, pour certaines personnes dépendantes, des personnes âgées dépendantes. Quelqu'un qui ralentira son activité pour s'occuper de ses parents âgés pourra éventuellement, sous certaines conditions, bénéficier de cette assurance vieillesse des aidants qui lui permettra d'avoir des trimestres et aussi d'avoir des revenus fictifs qui serviront au calcul du fameux revenu moyen qui sert au calcul de la retraite. Voilà, il aura des cotisations gratuites qui seront versées pour son compte par la CAF. Voilà. Donc ça, c'est les mesures qui vont servir, si vous voulez, à faire en sorte que les gens aient plus rapidement leurs 172 trimestres, 43 ans de cotisation. Alors là, je vais vous faire un petit focus. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont concernés et c'est vraiment important de le savoir si vous êtes concernés. C'est les personnes qui ont déjà fait un rachat de trimestre par le passé. Alors, je vais vous faire un cas pratique parce que pour comprendre le souci, c'est mieux d'avoir un cas pratique. Alors, on va prendre Guy. Guy, il est né en 1968, il est président d'une ESAS. Et Guy, quand il aura 62 ans, qui est l'âge légal jusqu'à maintenant, jusqu'au 1er septembre, il totalisera 170 trimestres, dont 6 trimestres qu'il a rachetés en 2012 parce qu'il s'était rendu compte, Guy, que même en travaillant tout ce qu'il pouvait, il n'aurait pas tous ces trimestres arrivés à 62 ans. Parce que comme on le sait, quand on est né en 1968, quand on veut partir à l'âge légal, il faut avoir au moins 170 trimestres. Donc, il s'en est rendu compte qu'il n'en aura pas assez, il en a racheté 6, et c'était très bien de sa part. Simplement, la réforme des retraites se met en place. Maintenant, Guy, il doit travailler jusqu'à 64 ans, comme il est né en 1968. Donc, il doit travailler jusqu'à 64 ans et il doit cumuler 172 trimestres. Il doit cumuler ces fameux 43 ans de cotisation. Alors, il doit donc travailler 2 ans de plus. Ça veut dire qu'il va cotiser 8 trimestres de plus. Alors, le problème, c'est que du coup, il va se retrouver non plus avec 170 trimestres, mais avec 178 trimestres. Et il ne lui en faut que 172 pour partir à la retraite. Ça veut dire qu'il en a 6 de trop. Et manque de bol, c'est les 6 qu'il a rachetés qui ne lui servent plus à rien. Parce que si on regarde, je vous ai fait des petits tableaux en dessous, donc on a 170 trimestres pour partir au taux plein, 164 trimestres acquis par le travail, 6 trimestres rachetés. On a bien nos 170 trimestres. Après la réforme, il n'en faut plus que 172 pour avoir le taux plein. 164 travaillés, 8 trimestres travailler en rab parce qu'on a travaillé 2 ans de plus, donc forcément on a cotisé 8 trimestres en plus, donc 172, et les 6 qu'on a rachetés, ils ne nous servent plus à rien. Un trimestre racheté, c'est entre 3 et 4 000 euros. Donc vous imaginez la somme que cette personne a dû dépenser pour acheter ces trimestres et que ça ne lui sert plus à rien. Alors, bonne nouvelle quand même, le législateur y a pensé, il va être possible de demander le remboursement des trimestres qui sont rachetés à tort. Alors attention, il faut que ce soit des trimestres qui ont été rachetés avant la publication au journal officiel, donc avant le 14 avril 2023. Il faut être né après le 1er septembre 61, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Et ça, c'est le plus important, il faut faire la demande dans les 2 ans de la publication de la loi. Et 2 ans, ça va super vite. Donc, si vous êtes concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, franchement, prévenez-le parce que c'est dommage de passer à côté. 2 ans, ça passe vite. Le temps de faire toutes les démarches, ça passe très vite. Donc, il faut vraiment faire la demande dès que c'est possible. Vérifier si vous n'avez pas acheté des trimestres à tort et faire la demande de remboursement si c'est le cas. Alors, il faut savoir qu'un rachat de trimestre, c'est déductible du revenu imposable. Ça veut dire que notre ami Guy, quand il a racheté ses trimestres à l'époque, il les avait déduits de son revenu imposable. Là, on va lui rembourser. Alors, le remboursement, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera revalorisé avec l'inflation qu'il y a eu depuis 2012, avec un coefficient annuel. Il va récupérer un peu plus que ce qu'il avait versé à l'époque, histoire de ne pas non plus être complètement perdant. Par contre, il va devoir ajouter cette somme à son revenu imposable. Comme il l'avait déduit il y a 12 ans, là, il va devoir l'ajouter. Donc, s'il a changé de tranche entre-temps, tant pis pour lui. Voilà, donc ça, c'est un focus que je voulais faire, un point assez particulier qui ne va pas concerner, je pense, énormément de gens, mais qui est important parce que voilà, 2 ans, ça passe vite. Si on ne le sait pas, on peut passer à côté et ne pas récupérer des sommes qui peuvent être importantes. Donc ensuite, je vais vous parler de l'évolution du dispositif de retraite anticipée. Il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient la possibilité, là, de partir dans les mois qui viennent en départ anticipé pour carrière longue. Ce sera peut-être toujours possible. Là, pour le coup, les décrets sont sortis, donc on sait exactement à quelle sauce on va être mangé sur la retraite anticipée à partir du 1er septembre. Alors, première chose, je vais vous faire un petit rappel pour savoir, pour que vous sachiez bien comment fonctionnait le système jusqu'à maintenant et comment ce système il va évoluer à partir du 1er septembre.
Alors, dans le système actuel, pour partir à la retraite avant 62 ans, il fallait respecter tout un tas de critères. Le premier, c'était d'avoir commencé à travailler avant 20 ans pour pouvoir partir à 60 ans ou avant 16 ans si on voulait partir à 58 ans. Alors ça, autant vous dire que ça fait 12 ans que je fais de la retraite, je l'ai vu une seule fois. Mais bon, c'est arrivé. Alors, les conditions pour pouvoir partir à 60 ou à 58 ans, on va rester sur 60 ans parce que c'est vrai que l'autre est quand même très très rare. La première condition, c'est d'avoir cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année de ses 20 ans. 4 trimestres si on est né au dernier trimestre. Et avoir cotisé un certain nombre de trimestres, donc entre 167 et 172 suivant son année de naissance. C'est les mêmes que les trimestres qu'il faut pour avoir le taux plein. Ça ne change pas. Donc, la particularité du départ en retraite pour carrière longue, c'est qu'on ne va pas retenir tous les trimestres qu'il y a dans votre relevé de carrière. On va retenir en priorité ceux qui sont cotisés, ceux qui ont été validés grâce aux cotisations du travail. Si vous avez 3 ans de chômage, si vous avez 4 ans de maladie, on ne va pas retenir ces trimestres-là. Enfin, on va retenir que quelques-uns. On va retenir maximum 4 trimestres pour le service militaire, 4 trimestres pour une maladie ou un accident du travail, 4 trimestres pour le chômage indemnisé. La maternité, c'était 4 trimestres avant, mais ça a évolué en 2014, c'est tous les trimestres maintenant. 2 trimestres d'invalidité et tous les trimestres de majoration qui ont été attribués grâce au compte pénibilité. Ça, c'est pas encore très répandu, mais ça risque de l'être un petit peu plus. Donc voilà, ça, c'était le système avant. C'est-à-dire qu'on peut partir à 60 ans si on a bien 5 trimestres avant la fin de l'année de ses 20 ans et si on a le bon nombre de trimestres en priorité cotisés, parce que comme vous le voyez, si on a trop de chômage, on ne compte pas tous les si on a 8 trimestres de chômage, on ne va en comptabiliser que 4. Les 4 autres, c'est comme s'ils n'existaient pas. Comment ce dispositif-là, il va évoluer? Alors, il va s'étendre, si vous voulez. On va le modifier. Il va rester sur le principe, il va rester le même. C'est-à-dire qu'il va falloir cotiser 5 trimestres avant la fin de l'année de tel âge. Tout ça, ça ne va pas bouger. Avant, on avait 2 bornes d'âge, 16 ans et 20 ans. Pour pouvoir partir à 58 ans, il fallait que j'ai validé 5 trimestres avant la fin de l'année de mes 16 ans. À 60 ans, 5 trimestres avant la fin de l'année de mes 20 ans. Après la réforme, on en aura 4 des bornes d'âge. Ça va faciliter les choses. On aura 5 trimestres avant la fin de l'année des 16 ans, des 18 ans, des 20 ans ou des 21 ans. Si j'ai mes 5 trimestres avant mes 16 ans, je peux partir à 58 ans. Si j'ai 5 trimestres avant mes 18 ans, je peux partir à 60 ans. Si j'ai 5 trimestres avant mes 20 ans, je peux partir à 62 ans. Et si j'ai 5 trimestres avant mes 21 ans, je peux partir à 63 ans. Voilà, ça c'est le nouveau dispositif. Sur le principe, on reste sur la même chose, c'est-à-dire que il faut avoir les 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans ou 18 ans, mais il faut aussi avoir totalisé un nombre de trimestres cotisés suffisant. Ce nombre de trimestres cotisés, pour la plupart d'entre vous, il va être de 172, 43 ans de cotisation. On va assouplir les dispositions sur les trimestres validés. Vous savez, les 4 trimestres chômage auxquels on a droit, les 4 trimestres maladie. On va y ajouter en fait 4 trimestres ou acquis au titre de l'AVA, vous savez, l'assurance vieillesse des aidants dont je viens de vous parler, ou de la VPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer dont je viens de vous parler. Donc avant, on en comptait 0. Tous les gens qui avaient des trimestres AVPF dans leur relevé de carrière, ils pouvaient faire comme s'ils n'existaient pas pour la retraite anticipée. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va pouvoir en retenir un maximum de 4 par dispositif. Donc, ça va assouplir un petit peu les conditions de départ. Une autre chose à savoir aussi, c'est qu'une clause de sauvegarde a été mise en place par décret. Ça veut dire que si là, vous avez la possibilité de partir au 1er juillet à 60 ans en carrière longue. Vous le savez, vous avez fait vos calculs, vous savez que vous y avez droit au 1er juillet. Mais là, le 1er juillet, ça commence à faire bientôt. Vous n'avez pas le temps de fermer votre entreprise, vous n'avez pas le temps de vous préparer à ce départ. Si vous avez le droit de partir à la retraite anticipée avant le 1er septembre, vous gardez ce droit même après l'application de la réforme. C'est-à-dire que vous pourrez tranquillement partir au 1er octobre, au 1er janvier l'année prochaine, quand vous voulez. On vous ne remettra pas en cause ce droit si vous l'aviez déjà acquis avant le 1er septembre. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas passer brusquement parce que comme je vous ai dit, avant c'était si j'avais cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année de mes 20 ans, je pouvais partir à 60 ans. Et maintenant, si j'ai cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année de mes 20 ans, je peux partir, mais à 62. On ne va pas passer de l'un à l'autre directement. Il y a une mise en place progressive qui va se faire en fonction de l'année de naissance. Alors, je vais vous montrer encore des tableaux un petit peu indigestes pour que vous compreniez bien tout ça. Alors, ça, c'est le système avant réforme. C'est-à-dire qu'en fonction de l'année de naissance,
je pouvais partir soit à 58 ans, soit à 60 ans, en fonction du nombre de trimestres que j'ai fait avant mes 20 ans ou avant mes 16 ans. Et j'avais une durée d'assurance minimum à avoir pour pouvoir assurer ce départ. Si je vais bien travailler 5 trimestres avant la fin de l'année de mes 20 ans et 169 trimestres cotisés, si je suis née entre 64 et 66, je peux bien partir à 60 ans. Le nouveau système, pour les gens nés à partir de 1970, ça va être celui que je vous ai expliqué, c'est-à-dire pour partir à 58 ans, il faudra 5 trimestres avant la fin de l'année des 16 ans, 60 ans, 5 trimestres avant la fin de l'année des 18 ans, etc., etc., et 43 ans de cotisation effective. Pour les gens qui sont nés entre 61 et 70, une belle usine à gaz, forcément, parce que sinon ce ne serait pas la France. En fonction de votre année de naissance et de l'évolution de l'âge légal, l'âge de départ, il évolue également. C'est-à-dire, on va prendre un exemple assez simple, on va prendre quelqu'un qui est né en 64. Quelqu'un qui est né en 64, avant, s'il avait 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans, il pouvait partir à 60 ans. Maintenant, s'il a 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans, il peut partir à 60 ans et 6 mois. Voilà. Donc, pour les personnes qui devaient partir là au 1er octobre ou au 1er janvier, vous ne repoussez pas de 2 ans. Ça va se repousser, malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, ça va se repousser de quelques mois, mais ce ne sera pas 2 ans. Voilà, ça va se mettre en place progressivement. Donc, c'est un peu difficile de faire du cas par cas, parce que comme vous voyez, en fonction des années de naissance, tout change, mais voilà, on ne va pas avoir un système qui va être trop brutal pour la mise en place pour la carrière longue. Alors ensuite, quand on parle de départ anticipé, et c'est pour ça que j'en ai parlé en premier, on parle souvent de la carrière longue, des gens qui ont commencé à travailler très tôt. Mais il n'y a pas que ces cas-là de départ anticipé. Il y a aussi des cas de départ anticipé pour handicap, inaptitude ou pénibilité. Et ces 3 départs anticipés-là, je vais y passer un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai qu'ils concernent peut-être un petit peu moins de monde et ils ont des évolutions qui sont un peu moins complexes. Mais voilà, il faut quand même en parler parce que c'est une vraie évolution qui va se faire. Le premier, c'est le départ anticipé pour handicap. Alors, avant la réforme, on pouvait partir à partir de 55 ans si on réunissait un assez grand nombre de trimestres validés et cotisés avec un handicap d'au moins 50%. On reste sur ce départ possible à 55 ans. Ça, même si on repousse l'âge légal de 2 ans, on ne repousse pas cet âge-là de 2 ans. Ça reste, on était à 55 ans, on va rester à 55 ans, on ne passe pas à 57. Par contre, on va assouplir, c'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir un certain nombre de trimestres validés et un certain nombre de trimestres cotisés, c'est-à-dire cotisés, c'est simplement avec les trimestres du travail, et validés, c'est avec tous les trimestres confondus, chômage, maladie, etc. Avant, il y avait 2 conditions. Il fallait réunir un certain nombre de trimestres cotisés, un certain nombre de trimestres validés avec le handicap. Maintenant, il n'y aura plus qu'une condition de trimestre cotisé qui va perdurer. Ça va permettre à plus de gens d'avoir un départ anticipé pour handicap. Ensuite, la deuxième mesure, qui est peut-être un petit peu plus complexe, il faut savoir que pour partir en handicap à 55 ans, il faut un certain nombre de trimestres cotisés avec un handicap d'au moins 50%. Sauf que des fois, les gens, ils ont du mal à se faire reconnaître ce handicap de 50% et ça arrive tardivement. Et du coup, ils n'ont pas assez de trimestres handicapés pour pouvoir partir en anticipé. Et avant, ils pouvaient réclamer la régularisation de ces trimestres où ils étaient déjà handicapés, mais où ils n'avaient pas obtenu la reconnaissance. Sauf que pour passer en commission, il fallait avoir un handicap d'au moins 80%. Et là, on passait en commission et la commission voyait si effectivement, dans les faits, la personne était déjà handicapée depuis beaucoup plus longtemps que ce qui a été accordé. Maintenant, on pourra passer en commission même si on a un handicap que de 50% et réclamer des périodes qui n'auraient pas été reconnues. Voilà, donc ça, c'est la deuxième condition qui va assouplir un petit peu le départ anticipé pour handicap. Le deuxième départ anticipé dont je veux parler, c'est celui pour pénibilité. Alors aujourd'hui, il existe dans le système actuel une possibilité de départ pour pénibilité à 60 ans si on a au moins 20% d'incapacité liée à des risques professionnels. Là, on parle vraiment que de pénibilité, donc d'incapacité de handicap qui sont liées à l'activité professionnelle. Donc avant, si on avait une incapacité d'au moins 20%, on pouvait partir à 60 ans, uniquement si ce handicap de 20% était lié à une activité professionnelle.
Ça va rester. Même si on repousse de 2 ans l'âge légal, on reste à 60 ans. Si on a plus de 20% d'incapacité due à une activité professionnelle, on peut toujours partir à 60 ans. On va ajouter une chose. Les gens qui ont un taux entre 10 et 20%, donc qui sont proches du taux mais qui ne l'ont pas encore atteint, eux, ils pourront partir 2 ans avant l'âge légal, c'est-à-dire à partir de 62 ans et pas 64 ans. On va ajouter, si vous voulez, cette possibilité pour les personnes qui ont une incapacité un petit peu inférieure à 20%, mais qui ont quand même un handicap au quotidien dans leur activité professionnelle. Et enfin, la retraite anticipée pour inaptitude. Alors avant, il y avait un système qui existait. Ce n'était pas un départ anticipé. C'était simplement que si on avait une inaptitude au travail, on pouvait demander le départ à 62 ans au taux plein, même si on n'avait pas tous ces trimestres. Quelqu'un qui avait 130 trimestres et qui avait 62 ans et qui avait une inaptitude pouvait demander sa retraite et n'avait pas de décote sur sa retraite. Pas une retraite très élevée, parce qu'encore une fois, 130 trimestres, ça ne donne pas une retraite très élevée, mais au moins pas de double impact avec une décote en plus. Avec la réforme, on va mettre en place un vrai départ anticipé. Ça veut dire que la personne aura la possibilité de partir 2 ans avant l'âge légal si elle est inapte au travail, sans avoir de pénalité sur sa retraite. Alors, vous allez me dire, 2 ans avant l'âge légal, finalement, c'est 62 ans. Ce qui fait qu'au final, dans les faits, ça ne change rien pour ces personnes-là. Simplement, elles ne sont pas obligées d'attendre jusqu'à 64 ans comme les autres. Elles pourront conserver ce départ à 62 ans si elles sont inaptes au travail. Voilà, alors ça c'est pour tout ce qui est départ anticipé autre que carrière longue. Donc comme vous voyez, ça s'assouplit un petit peu aussi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, en plus des départs anticipés, c'est tout ce qui est surcote, cumul emploi-retraite, retraite progressive. Alors ça, ce sont des moyens, si vous voulez, de ralentir son activité ou tout en percevant une partie ou de la totalité de sa retraite. C'est un moyen d'organiser sa fin de carrière. C'est les 3 grands moyens qui existent pour organiser la fin de carrière. Alors, ces 3 moyens-là, ils vont tous les 3 être impactés de façon plus ou moins importante par la réforme. Le premier, c'est la surcote. Alors, petit rappel, la surcote, qu'est-ce que c'est? La surcote, c'est la possibilité pour un assuré qui a déjà atteint l'âge légal et qui a bien tous ses trimestres, alors ça j'insiste, qui a bien tous ses trimestres, s'il décide, après ses 62 ans, de continuer son activité, de ne pas liquider sa retraite, eh bien, il aura le droit à une majoration de ses cotisations. Ça veut dire que pour la même somme de cotisations versées, il aura le droit à une retraite un petit peu supérieure. C'est des cotisations bonus, si vous voulez. C'est une majoration du taux de liquidation d'un 25%, pour donner les chiffres. Donc, cette surcote, elle va se poursuivre avec la réforme, sauf qu'elle ne va plus avoir lieu à partir de 62 ans, elle va commencer à 64 ans. Quelqu'un qui aura 64 ans et qui aura tous ses trimestres de retraite, si plutôt que de liquider sa retraite tout de suite, il choisit de poursuivre son activité sans rien liquider, tout ce qu'il versera comme cotisation, ça comptera en bonus. Ce qui va être mis en place par la réforme, c'est un mécanisme dérogatoire pour toute personne qui cumule un trimestre de majoration pour enfants. Vous savez, les trimestres maternité et éducation dont on a parlé tout à l'heure, ou les trimestres pour handicap, pour adoption, qui a des trimestres par rapport à un congé parental. Voilà. Donc ça va être principalement les femmes, pour être honnête, parce que c'est principalement les femmes qui bénéficient de ces trimestres-là. Toute personne qui aura un trimestre de majoration de validé pourra envisager d'avoir une surcote à partir de 63 ans et pas 64 ans. Ça veut dire que cette personne-là, dès qu'elle aura atteint 63 ans, si elle a bien tous ses trimestres, bon, elle ne pourra pas partir à la retraite parce que c'est 64 ans l'âge légal, mais au moins, à partir de 63 ans, les cotisations qu'elle versera, elles compteront plus que des cotisations normales. Voilà. Donc, ça permet. L'idée, c'est de moins peser sur la retraite que la maternité pèse moins sur la retraite principalement des femmes, que la parentalité pèse moins sur la retraite des parents, et de leur permettre d'avoir une retraite un petit peu bonifiée pour ceux qui ont fait des enfants. Voilà. Alors, le deuxième point, et là, alors, on ne sait pas, suivant les décrets, ça va être ou une bombe ou quelque chose qui ne servira à rien. C'est la réforme du cumul emploi-retraite. Alors, le cumul emploi-retraite, aujourd'hui, c'est la possibilité, une fois qu'on a liquidé ses pensions de retraite, de cumuler son activité professionnelle avec ses pensions. Alors, suivant les conditions de départ, on pourra cumuler librement ou pas. Quelqu'un qui part à l'âge légal, avec tous ses trimestres, son taux plein, et qui liquide bien toutes ses pensions, qui n'en oublie pas une à droite à gauche, celui-là pourra cumuler sans restriction
ses pensions et toute activité professionnelle sans plafond, sans limite. Quelqu'un qui ne respecte pas une de ces conditions, par exemple quelqu'un qui liquide sa retraite alors qu'il n'a pas encore son taux plein, ou alors quelqu'un qui bénéficie d'un départ anticipé pour carrière longue et qui n'a donc pas atteint son âge légal, ces personnes-là, elles ont un plafond. C'est-à-dire que suivant, alors forcément, sinon c'est trop facile, le plafond, il n'est pas le même suivant qu'on est salarié, suivant qu'on est TNS, voilà, c'est pas le même plafond suivant le régime de retraite, et il y a 42 régimes, autant dire, il n'y a pas 42 plafonds, mais on y est presque. Donc ce plafond, il doit être respecté parce que s'il n'est pas respecté, la retraite, elle arrête d'être versée. Voilà. Il faut savoir que quand on est en cumul emploi-retraite, en tout cas dans le système actuel, et qu'on décide de reprendre une activité professionnelle, on verse des cotisations. Et on verse toujours les mêmes cotisations, exactement les mêmes cotisations que quand on travaillait. Simplement, ces cotisations, elles sont à fond perdu. Jusqu'à maintenant, c'était des cotisations pour la solidarité. C'est-à-dire que quand vous arrêtiez définitivement votre activité, eh ben, on ne revalorisait pas votre retraite. Vous arrêtiez juste votre activité et puis terminé. Vous continuez de percevoir votre retraite comme elle a toujours été. Et les seules revalorisations, c'est les revalorisations qu'il peut y avoir avec l'inflation, par exemple. La grande modification de la réforme des retraites, ça va être de permettre aux gens qui sont en cumul emploi-retraite de pouvoir cotiser à nouveau, pas à fond perdu, c'est-à-dire que les cotisations d'une personne qui sera en cumul emploi-retraite vont de nouveau servir à bonifier sa retraite une fois qu'elle décidera d'arrêter son activité. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire sans condition. La première, c'est déjà la mise en application. Ça va être mis en application au 1er septembre 2023. Normalement, ils vont remonter sur les personnes qui sont en cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023. Donc, ça devrait même pouvoir impacter certaines personnes qui actuellement sont en cumul emploi-retraite, mais ça, on attend les décrets pour en savoir plus. Les conditions à respecter, ça va être de respecter un délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'activité chez le même employeur. Alors ça, c'est une condition qui existe déjà, mais elle existe aujourd'hui uniquement pour les salariés, pas pour les TNS, pour les salariés et qui sont en cumul emploi-retraite plafonné. C'est-à-dire que si vous êtes salarié en cumul emploi-retraite libéralisé, vous pouvez rompre votre contrat le 31 et reprendre votre activité le 1er. Si vous êtes en plafonné et que vous reprenez chez le même employeur, il faut attendre 6 mois. Et bien, cette condition, ce délai de carence de 6 mois, il va devenir nécessaire pour tous les salariés qui veulent de nouveau cotiser quand ils reprennent leur activité. Qu'on soit en libéralisé ou pas en libéralisé, plafonné, tout ce qu'on veut, si on veut reprendre une activité chez le même employeur et que cette activité, elle serve à cumuler des nouveaux droits à la retraite, il faudra attendre 6 mois. Voilà, il faudra attendre 6 mois, il faudra que l'employeur attende gentiment 6 mois que la personne revienne. La deuxième chose, c'est que le supplément de pension, il ne bénéficiera d'aucune majoration quelconque, il n'y aura pas de surcote, si vous voulez. Vous ne pourrez pas à la fois bénéficier de la surcote et du cumul emploi-retraite. Ça veut dire que ce sera des cotisations classiques qui vous serviront comme si vous étiez en activité sans retraite versée et sans taux plein. Et c'est là que, c'est pour ça que je vous ai dit où ça va être une révolution, où ça va être quelque chose qui servira à rien, c'est que le supplément de pension, il va être plafonné. On ne pourra pas gagner 200 000 euros et par an en cumul emploi-retraite et se dire, bah voilà, je vais doubler ma retraite en 3 ans. Bon, pas tout le monde peut le faire, j'en ai conscience, mais voilà, il y aura forcément un plafond qui sera déterminé par décret. Alors, si ce plafond-là, il est de 20 000 euros, c'est bien. Si ce plafond-là, il est de 2 000 euros, c'est sûr que c'est un système qui va peut-être pas, convenir à tout le monde. Je parle de 2 000 euros par an, pas par mois. Donc voilà, donc on a ce point d'interrogation qui reste sur le cumul emploi-retraite, c'est de savoir, ce qu'on sait, c'est qu'il sera possible de cumuler de nouveaux droits quand on sera en cumul emploi-retraite, ça c'est un peu la révolution. Ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel point on va pouvoir cumuler ces droits-là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir 30 euros de retraite en plus par mois, ou alors est-ce qu'on va pouvoir faire un 300, 400 euros de retraite en plus par mois, ce qui serait très bien. Ensuite, la dernière chose à savoir, c'est qu'en cas de reprise d'activité après la deuxième liquidation, c'est-à-dire je liquide ma retraite, je commence mon cumul emploi-retraite, je fais ça pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, j'arrête mon activité, je reliquide ma retraite, hop, je récupère mes droits supplémentaires. 3 mois après, je m'ennuie, donc c'est tout, je re-signe un contrat. Là, les nouvelles cotisations versées ne seront pas productrices de droits. Ce sera des cotisations en fonds perdus comme dans l'ancien système. On n'a le droit qu'à une seule deuxième liquidation. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est liquider une première fois sa retraite, reprendre une activité, arrêter cette activité parce que finalement, on veut se reposer un peu, s'ennuyer, se dire, bon, je reprends une activité pendant encore 2 ou 3 mois, et ensuite faire sa deuxième liquidation
Et là, c'est bon, les deux périodes d'emploi seront prises en compte pour les cotisations pour revaloriser la retraite. Mais en fait, on a le droit qu'à une deuxième liquidation. On n'a pas le droit à une troisième, une quatrième ou une cinquième dès que ça nous chante. C'est une cartouche à utiliser une seule fois. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur le cumul emploi-retraite. Donc voilà, à savoir si ça va être une vraie mesure ou si ça va être quelque chose qui ne va pas vraiment servir, ça va dépendre vraiment du décret sur le plafonnement qui devrait sortir normalement dans le courant de l'été. Normalement. Et donc, notre dernier point, ça va être sur ce sujet-là, ça va être la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui existe déjà actuellement et qui permet aux salariés et à certains TNS de diminuer leur activité et en proportion de cette diminution, pouvoir percevoir une partie de leur retraite. C'est-à-dire, pour faire très simple, je suis salarié à temps plein, je diminue mon activité à 60%. Eh bien, je fais la demande et j'ai le droit de toucher en complément 40% de ma retraite. Et en plus, les 60% d'activité, je verse toujours des cotisations. Je peux même décider, si mon employeur est d'accord, de verser des cotisations sur 100% sur un temps plein, même si je suis qu'à temps partiel. Et ces cotisations, évidemment, sont productrices de droits et de trimestres. C'est pas comme le cumul emploi-retraite où une fois qu'on a liquidé, c'est fini, sauf avec la nouvelle réforme. Là, avec le système de retraite progressive, je touche une partie de ma retraite, je me mets à temps partiel. Et une fois que je liquide définitivement, je récupère tous les droits que j'ai cumulés pendant ma retraite progressive. Alors, c'est un système qui est pas mal, mais qui est très, très peu utilisé. Je crois on avait eu des chiffres comme quoi on avait à peine 20 000 personnes qui avaient bénéficié de la retraite progressive en France depuis la création du dispositif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était quand même assez restreint. Déjà, très peu de TNS pouvaient en bénéficier, les mandataires sociaux ne pouvaient pas en bénéficier, les cadres ne pouvaient pas en bénéficier. Il y a énormément de professions qui ne pouvaient pas en bénéficier. Ça a déjà été élargi début 2022. Les mandataires sociaux et les cadres ont pu bénéficier de la retraite progressive. On va continuer d'élargir ça avec la réforme. Globalement, sauf quelques rares exceptions, toutes les professions pourront recourir à la retraite progressive. Les exceptions, ce sera plus de pluriactivité. Par exemple, un mandataire social ne pourra pas être à la fois mandataire social, à la fois salarié ailleurs ou à la fois exploitant agricole ailleurs et cumuler avec une retraite progressive. On pourra être que mandataire social et avoir sa retraite progressive si on diminue son activité. Voilà, donc on aura quelques restrictions comme ça, mais globalement, ça va être ouvert à tous, ce qui va normalement faciliter l'utilisation de ce dispositif. Alors, le gros problème de la retraite progressive, et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous en parler très, très, très longtemps, c'est qu'aujourd'hui, dans le texte, on nous met qu'il va y avoir une refonte du système visant à le rendre plus accessible. On nous met bien que tout le monde pourra en bénéficier. Par contre, on ne sait absolument pas quelles vont être les conditions dans lesquelles on pourra faire de la retraite progressive. Aujourd'hui, les conditions, elles sont les suivantes. Il faut avoir au moins 150 trimestres cotisés et avoir au moins 60 ans. Normalement, ça, c'est les annonces qui ont été faites à la télévision et je ne sais pas si ça va être appliqué de la sorte, mais normalement, ce qui a été annoncé, c'est qu'on garderait ces 150 trimestres. Par contre, pour l'âge de début de la retraite progressive, l'âge à partir duquel on a droit de faire de la retraite progressive, ça passerait de 60 à 62 ans. Voilà. C'est pas encore sûr. Tout peut être modifié par décret. Là, pour le coup, je ne sais pas encore dans quelles conditions on va pouvoir faire de la retraite progressive. Mais l'idée étant de l'élargir au plus de monde possible. Normalement, ça devrait être des conditions qui ne sont pas trop, trop restrictives. Alors, d'autres mesures dont on est à peu près sûr, voilà, où on n'a pas besoin du décret, et ça va peut-être intéresser certains d'entre vous, ceux qui emploient, parce que voilà, ceux qui sont chefs d'entreprise parmi vous et qui emploient des salariés, qui vont peut-être vous demander à vous de la retraite progressive. Il va falloir savoir une chose, c'est qu'il va être très difficile pour vous en tant qu'employeur de refuser une réduction du temps de travail liée à une demande de retraite progressive. Le texte, il est assez clair là-dessus. Globalement, si un salarié demande une retraite, une réduction de son temps de travail, un passage à temps partiel pour demander sa retraite progressive, le seul moyen pour l'employeur de refuser, ça va être de prouver que l'activité économique de sa société est mise réellement en danger par le passage à temps partiel de son salarié. Donc, autant vous dire que ça va être éminemment compliqué. Donc, globalement, pour vous, employeur, quand un salarié vous demandera une réduction de temps de travail pour pouvoir passer en retraite progressive, vous risquez, entre guillemets, on verra la mise en application et les textes, mais normalement, vous allez être grandement obligé d'accepter la réduction de temps de travail.
La deuxième mesure d'accompagnement de la retraite progressive, ça va être la fin du plafonnement des indemnités de sécurité sociale pour les bénéficiaires de la retraite progressive. Aujourd'hui, quand on bénéficie d'une retraite progressive et qu'on est en maladie, qu'on bénéficie d'indemnités maladie, elles sont plafonnées, elles vont être déplafonnées. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Ça va permettre voilà, au plus grand nombre possible d'utiliser ce système sans être pénalisé. Et avant, les bénéficiaires de la pension d'invalidité n'avaient pas le droit à la retraite progressive. Ça va être possible pour eux d'avoir la retraite progressive s'ils le souhaitent. Alors, il ne sera pas possible de cumuler le salaire, la pension d'invalidité et la retraite. Ça va être ou salaire et pension d'invalidité ou salaire et retraite progressive. Ce ne sera pas les deux. Mais au moins, ils auront la possibilité, ils auront le choix. Ils pourront la demander. Voilà, donc ça va être nos trois grosses modifications sur les trois façons de ralentir son activité avant de passer à la retraite. Oui, donc j'ai vu, ma collègue a répondu, mais oui, il y aura un replay de disponible. Je sais bien que c'est dense, j'essaie de bien tout vous expliquer, de m'arrêter sur certaines choses. Je sais que c'est un petit peu dense et que c'est la fin de la journée. Tout sera disponible sur YouTube à la fin de la session, enfin, dès demain. Donc, encore un point de la réforme qui va être important, c'est les mesures qui impactent le montant des pensions. Parce que là, on a parlé de plein de choses. On a parlé de repousser l'âge de départ, on a parlé de passer de 40 ans de cotisation à 43 ans de cotisation, on a parlé de retraite anticipée, on a parlé de cumul emploi-retraite, mais il y a aussi des mesures qui vont impacter directement le montant des pensions. Parce que l'objectif là du gouvernement, c'est de faire en sorte que les gens, le plus de gens possible, on va dire, aient une pension à peu près décente. C'est l'objectif affiché. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là. Je sais que, on l'a beaucoup entendu à la radio, c'était un des sujets qui avait amené beaucoup de débats, parce que l'annonce à la base, c'était une retraite au moins égale à 1 200 € brut, soit 85% du SMIC, pour une carrière complète. Voilà, ça c'était l'annonce qui avait été faite. Ils auraient pu passer une ligne dans le texte, retraite au moins égale à 1 200 € brut, 85% du SMIC pour une retraite pour une carrière complète. C'est pas comme ça que ça s'est fait. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas une ligne qui promet ça. Ce qu'il y aura, c'est toute une série de mesures qui, cumulées, vont permettre de se rapprocher de cet objectif de 85% du SMIC pour une carrière complète. Alors, je vais vous en lister quelques-unes. Il y en aura peut-être d'autres et certaines qui vont être précisées par décret. Mais voilà un peu tout ce qui va être mis en place pour essayer de faire un peu remonter toutes ces petites retraites pour essayer de les faire atteindre ce seuil minimum souhaité par le gouvernement. Le premier point, ça va être la revalorisation de la pension minimale pour toutes les retraites qui vont être liquidées à partir du 1er septembre 2023. C'est-à-dire que pour les carrières complètes, encore une fois, il y aura une revalorisation qui sera mise en place à partir du 1er septembre. Il y en a toujours eu des revalorisations, il y en a régulièrement. Ils vont en faire une de plus en septembre 2023 pour essayer de remonter déjà une partie des petites retraites. La deuxième mesure, ça va être que le minimum de pension, c'est le fameux minimum de retraite qui est versé. Avant, il n'était pas du tout indexé sur le SMIC, c'était au bon vouloir du législateur. À partir de maintenant, il va être indexé sur le SMIC. Ça veut dire que plus le SMIC va augmenter, plus le minimum de pension va augmenter, et ça, c'est inscrit dans la loi, ça ne pourra plus bouger. La troisième mesure, ça va être une augmentation de 100 € du minimum contributif. Alors, pour rappel, le minimum contributif, c'est le nouveau nom, entre guillemets, et le nouveau dispositif qui remplace le minimum vieillesse qui existait avant. Donc, c'est vraiment la somme d'argent qui vient compléter les retraites qui sont vraiment très, très basses, où les gens ont quand même cumulé des trimestres, donc ils ont quand même une retraite à peu près à taux plein, mais sur des sommes tellement petites que ça leur fait une retraite, entre guillemets, ridicule. On complète avec ce minimum contributif qui est censé donner un minimum de retraite à toute pension à peu près complète, enfin toute carrière à peu près complète. Alors, on va l'augmenter de 100 €. Alors ça, là, je vous dis 100 €, mais ça, c'est une annonce gouvernementale. Ce n'est marqué dans aucun texte. C'est à confirmer par décret qui n'est toujours pas paru à l'heure actuelle. En plus de ce minimum contributif, on va aussi augmenter la pension minimale des non-salariés agricoles parce que c'est un régime qui est complètement différent, avec des méthodes de calcul complètement différentes et qui n'a pas de minimum contributif. Ils ont juste une pension forfaitaire minimale. Elle va être également augmentée normalement de 100 €.
La mesure suivante, c'est la majoration du montant des petites retraites qui ont été liquidées avant le 1er septembre 2023. Parce qu'en fait, le gouvernement n'a pas voulu pénaliser les gens qui ont déjà liquidé leur retraite et qui sont déjà à leur retraite actuellement et qui ont des retraites de misère. Elles vont également, normalement, être augmentées d'au moins 100 € par mois pour une carrière complète. Et ça va être précisé par décret. Alors, pour le coup, ce décret-là, de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu savoir dans les autres webinaire formation que j'ai moi-même suivi avant de préparer celui-ci, c'est que c'est un décret qui ne sont pas du tout pressés de passer. Ça va probablement être un des derniers décrets qui va paraître, longtemps après le 1er septembre, parce que pour le coup, c'est un décret dont on n'a pas besoin, si vous voulez, pour mettre en place la réforme au 1er septembre. Donc, effectivement, ça va être le dernier qui va passer. On aura presque tendance à penser, si on est un peu mauvais esprit, de se dire qu'ils attendent qu'il y ait le plus possible de pensions qui s'arrêtent avant de passer ce décret-là. Assouplissement des règles de majoration de points pour les complémentaires agricoles. Alors ça, il faut savoir que les retraites complémentaires agricoles, c'est un système qui a été mis en place assez récemment. Et pour pouvoir bénéficier de la majoration de points pour cette retraite-là, il fallait être exploitant agricole depuis un certain nombre d'années, avoir cumulé un certain nombre de trimestres. On va assouplir toutes ces règles de majoration pour que le plus possible d'exploitants agricoles aient le droit à cette majoration de points pour la complémentaire agricole, ce qui fera de fait augmenter un petit peu les pensions agricoles qui sont pour la plupart vraiment très basses. Voilà. Donc là, je vous ai présenté un petit peu, il y en a d'autres, hein, des petites mesures comme ça. Voilà, quand on a entendu ils vont remonter les retraites à 85% du SMIC pour une carrière complète, il ne faut pas croire que c'est une seule ligne et que ça va être une seule réforme, une seule mesure. En fait, c'est tout un tas de petites mesures qui vont permettre au plus de gens possible de se rapprocher de cet idéal, si on peut dire, de 85% du SMIC, mais ça ne va pas se faire en une seule fois. Et certaines personnes risquent malheureusement de rester un peu mises à l'écart dans certains cas particuliers. Alors ensuite, parce qu'il n'y a pas que les petites retraites qui vont être impactées au niveau du montant et d'autres retraités auront aussi un impact avec la réforme des retraites sur leur montant de retraite. La première chose, ça va être la bonification pour enfants. Alors là, attention, je vous parle de la bonification pour enfants et non pas de la majoration pour enfants de trimestre dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est la bonification. Alors la bonification pour enfants, c'est autant pour les deux parents. C'est-à-dire, il n'y a pas d'attribution préférentielle à la mère de quoi que ce soit. La règle, c'est qu'on a 10% de majoration des pensions de retraite de base pour toute personne qui a élevé 3 enfants ou plus. Alors, première chose à savoir déjà, quand je vous dis 3 enfants ou plus, ça ne veut pas dire que si vous faites 4 enfants, vous avez 20%, 5 enfants, vous avez 30%. Ça ne marche pas comme ça. Ça reste 10% dans tous les cas. Que vous fassiez 3 ou 12 enfants, c'est pareil. Mais toujours est-il que voilà, dès que vous avez au moins 3 enfants et que vous les avez élevés, c'est-à-dire qu'il faut les avoir élevés, pour être exact, pendant 9 ans entre leur naissance et leur 16e anniversaire. Ça veut dire que dans les cas de divorce, s'il n'y a pas eu de pension de versée et que la personne n'a pas eu la garde de ses enfants, pour le coup, elle n'aura pas le droit à ces 10% de majoration de la pension. Mais pour toute personne qui a élevé ou versé une pension alimentaire pendant au moins 9 ans entre la naissance et le 16e anniversaire et qui a eu au moins 3 enfants, elle a 10% de majoration sur ses pensions de retraite de base. Alors ça, c'était valable pour les salariés et les TNS. Ça va être étendu aux professions libérales et aux avocats. Ça, c'est le point de la réforme. C'est une majoration qui existait déjà. Elle va juste être étendue maintenant à toutes les professions libérales et avocats. Je parle profession libérale et avocats dans deux catégories différentes parce qu'ils ont leur propre caisse qui n'est pas la même que la caisse des autres professions libérales. La deuxième modification qui traite des bonifications pour enfants, c'est un peu le miroir de ce dont je vous avais parlé pour les majorations de trimestre. Ça veut dire que cette fameuse bonification de 10%, elle pourra être refusée à un parent qui s'est vu retirer l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'un parent qui a été condamné, mais pour le coup, pour toute forme de crime ou de délit à l'encontre d'un de ses enfants, pourra se voir retirer cette majoration de 10%, même si sur le papier, il l'a bien élevé pendant au moins 9 ans jusqu'à ses 16 ans. Par contre, ce ne sera pas une décision automatique. Ça veut dire qu'il faudra qu'un juge le décide pour retirer cette majoration. On verra si dans les faits, ce sera vraiment appliqué ou pas. Et la troisième mesure, ça va être que les indemnités journalières de maternité qui ont été perçues avant 2012 seront incluses dans le salaire de base qui sert au calcul de la pension. Parce que vous savez que pour la pension de retraite de base, on prend les salaires des 25 meilleures années pour faire le calcul.
Pour toutes les mères qui ont été mères avant 2012, on ne prenait pas en compte dans les salaires, si vous voulez, toutes les indemnités journalières qui avaient été versées dans le cadre des congés maternité. Et ben, avec la réforme, pour toutes les personnes qui ont eu des enfants avant 2012, on comptera ces sommes-là dans le calcul de la pension. Alors, pourquoi on dit avant 2012? C'est parce que la réforme de 2010 avait déjà prévu que pour toutes les IJ perçues à partir de 2012, elles étaient bien prises en compte dans le calcul. Donc là, c'est juste une régularisation en plus des périodes avant 2012. Alors là, je vais vous parler rapidement d'autres petites mesures complémentaires qui accompagnent cette réforme des retraites. Parce qu'on a déjà fait un bon tour, hein, comme vous l'avez vu, de toutes les mesures qui ont été mises en place. Donc, ces mesures complémentaires, elles ne sont pas directement liées à la retraite ou au départ en retraite, mais elles accompagnent la carrière des gens et elles impactent la carrière des personnes pour pouvoir leur permettre de travailler, entre guillemets, plus longtemps. Parce qu'en fait, c'est des mesures qui vont concerner la pénibilité principalement. Le premier encart, il concerne la refonte du compte professionnel de prévention, le fameux C2P. Alors, le C2P, c'est un compte qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a été mis en place avec la dernière réforme en 2010 et qui permet de cumuler des points. Quand on est exposé à certains risques professionnels, on cumule des points et ces points, ils permettent de financer un temps partiel, de financer une formation. Voilà, ils vous permettent de financer plusieurs choses. On va assouplir les conditions d'acquisition de ces points, c'est-à-dire que ça sera plus facile de cumuler plus de points quand on est exposé à des risques professionnels ou à de la pénibilité. Et en plus, ces points-là, ils pourront maintenant servir à financer un projet complet de reconversion professionnelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. La deuxième chose, c'est qu'on va créer un PTP, c'est un projet de transition professionnelle. Ça va être la possibilité pour les gens qui font des travaux, enfin qui ont des métiers très exposés à des risques, de faire des formations complètes pour accéder à des métiers où elles ne seront plus exposées à des risques professionnels. Et la troisième mesure, ça va être la création de fonds de prévention de l'usure professionnelle, un fonds qui va couvrir certains risques professionnels et un autre fonds qui va être spécifique aux établissements de santé et médico-sociaux. Voilà, tous ces fonds-là vont servir aux entreprises qui pourront bénéficier de nouveaux équipements, de formation, de plus de sécurité pour prévenir le plus possible l'usure professionnelle sur les lieux de travail. Voilà, donc ce n'est pas directement lié à la retraite, mais ça a été mis en place en même temps que la réforme, parce que voilà, pour essayer de faire en sorte que les gens finalement puissent travailler jusqu'aux 64 ans dans les meilleures conditions possibles. La dernière mesure dont on va parler ce soir, ça va être l'information des assurés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 42 régimes. C'est très compliqué de savoir un petit peu où on en est, quand est-ce qu'on pourra partir à la retraite, etc. Le gouvernement veut essayer de renforcer l'information des assurés et de faciliter la transition vers la retraite. Alors, comment ils vont faire ça? Leur but, c'est de se focaliser en priorité sur le dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure de retraite progressive. Ils veulent vraiment que ce dispositif qui jusqu'à maintenant est très peu utilisé devienne un peu quelque chose de très classique quand on arrive en fin de carrière professionnelle, de faire une retraite progressive. Alors, comment ils vont faire ça? Je pense que vous le savez pour ceux qui en ont déjà reçu, à partir de 35-40 ans, vous recevez tous les 5 ans un relevé de carrière et à partir de la cinquantaine, avec ce relevé de carrière, vous avez en plus une estimation de vos droits. Ça, c'est normalement, vous le recevrez tous ou vous l'avez tous reçu déjà au moins une fois. En plus, à partir de 50 ans, en plus de l'estimation de droits, on va aussi rajouter une simulation de la retraite progressive. On vous mettra, voilà, à tel âge, vous toucherez telle retraite. Et si vous choisissez de faire une retraite progressive, si vous diminuez votre activité de tant de pourcents, vous aurez droit à tant de pourcents de retraite qui vous sera versée. Voilà. Pour essayer d'encourager, pour faire connaître le dispositif et encourager les gens, dès qu'ils en ont la possibilité, à prendre une retraite progressive, comme de toute façon, ils ne peuvent pas demander leur retraite tout de suite. Voilà. Donc, on va envoyer une simulation avec l'estimation de droits. Et en plus, on va inclure Pôle emploi dans la boucle, c'est-à-dire Pôle emploi qui va, je le rappelle, devenir normalement France Travail dans les mois qui viennent et qui va avoir des prérogatives un peu étendues. C'est-à-dire que Pôle emploi, les personnes qui travaillent chez Pôle emploi devront maintenant participer à l'information des personnes sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite. Ça veut dire que nos employés de chez Pôle emploi, de chez France Travail, devront se former et devront pouvoir tout expliquer sur le cumul emploi-retraite, la surcote, la retraite progressive, et devront pouvoir conseiller les personnes qui viennent les voir sur ces dispositifs-là.
sachant qu'ils sont quand même déjà en sous-effectif et assez débordés, je ne sais pas comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, ça va être une des nouvelles prérogatives de France Travail, c'est-à-dire de conseiller les personnes sur la transition entre l'emploi et la retraite. Voilà, donc voilà, moi, alors j'ai mis un petit peu moins de temps que prévu. J'espère que j'ai pas été trop vite. Bon, sinon, le replay sera disponible pour que vous puissiez revoir les points qui éventuellement vous ont posé souci. J'espère quand même que j'ai été assez claire. Donc voilà, là, avec cette heure-là, vous avez le tour de tous les dispositifs, de tout ce qui va se faire au niveau de la réforme des retraites. Alors, je suis désolée, il y a énormément de décrets qui ne sont pas encore parus, il y a énormément de précisions que je n'ai pas pu vous donner. Ça va venir, normalement, pendant l'été, on va avoir des annonces par rapport à tous ces points qui restent en suspens. Et on refera normalement une mise à jour, si possible, à la rentrée, avec toutes les précisions à donner par rapport aux décrets qui sont parus. Alors, pour revenir à nous, ce qu'on sait faire, parce que voilà, peut-être que tout ce que je vous ai présenté, ça a fait naître pas mal de questions et de questionnements sur votre propre retraite. Alors là, je pourrais répondre à des questions, on va dire, d'ordre général, mais je ne vais pas pouvoir faire d'analyse de votre relevé de carrière en direct ce soir. Il est possible, et on propose différents services pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous le souhaitez, on a différents packs. Tous ces packs donc, seront disponibles sur notre site internet. Il n'y a pas de souci, vous pourrez les consulter, savoir un petit peu ce que vous pouvez nous demander. Le premier, c'est le diagnostic retraite. On va pouvoir calculer votre date de départ, le montant de votre pension, si vous pouvez ou non bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, comment va évoluer le montant de votre pension si jamais vous décidez de travailler 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, éventuellement un comparatif si vous décidez de diminuer ou d'augmenter votre rémunération sur les années qui vous restent. Ça, c'est le diagnostic retraite. La deuxième étape, c'est l'étude, l'audit retraite. Là, on va vous faire un premier diagnostic et ensuite, on va essayer de répondre à une problématique que vous avez. Est-ce que je peux faire du cumul emploi-retraite et sous quelles conditions? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je fasse de la surcote? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je rachète des trimestres? Voilà, toutes ces questions que vous pouvez avoir, on peut déterminer quelles sont les problématiques que vous avez et définir une stratégie pour que vous partiez exactement dans les conditions que vous souhaitez. On pratique aussi l'assistance à la liquidation. Ça veut dire que là, c'est bon, ça y est, c'est décidé, dans 6 mois, vous partez à la retraite. Par contre, comme je vous l'ai dit, en ce moment, les organismes, ils sont absolument débordés. Ça peut être très compliqué, surtout si vous avez cotisé à plusieurs régimes, parce que forcément, ils ne communiquent pas très bien entre eux. Il faut s'adresser à chaque régime pour demander sa retraite dans chaque régime. Nous, on a l'habitude d'accompagner nos clients dans leur démarche de liquidation. On s'occupe de la préparation et de l'envoi de votre dossier et du suivi ensuite auprès des caisses pour être sûr que vous puissiez recevoir en temps et en heure votre pension de retraite. Et au montant voulu aussi, enfin voulu, au montant auquel vous avez droit en tout cas. Et ensuite, le dernier pack est le pack sérénité, qui est un peu le package de tout ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire un diagnostic, une étude de vos conditions de départ avec une stratégie de départ et des préconisations, et ensuite une assistance à la procédure de liquidation de retraite. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous, surtout dans ce contexte de réforme où ça va être un petit peu plus compliqué pour organiser son départ à la retraite. Donc, j'espère que j'ai été assez claire sur tout ce que j'ai raconté, que c'était pas trop rapide. Il nous reste un peu de temps pour pas mal de temps d'ailleurs pour des questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou si vous voulez qu'on revienne sur une slide et qu'on reprécise certaines choses, surtout n'hésitez pas. Vous avez le chat où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi, je suis disposée à y répondre, sauf si éventuellement je ne peux que vous répondre qu'on attend le décret. Je risque de vous répondre qu'on attend le décret pour certaines choses, mais voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Alors, si vous voulez, si vous allez dans l'onglet conversation, vous pouvez poser la question par écrit parce que je vois, comme nous sommes nombreux, les micros sont automatiquement coupés et je ne pense pas que je puisse les réactiver. Je vais regarder si je peux réactiver votre micro, mais je suis pas certaine. Non, je ne vais pas pouvoir réactiver votre micro, malheureusement. Ah, voilà, si c'est bon. Donc, a priori, les micros sont réouverts, donc vous avez la possibilité, normalement, de poser des questions. Est-ce que votre PowerPoint sera à notre disposition, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Le replay, donc le replay audio sera disponible sur YouTube et on vous mettra à disposition dès demain donc un petit questionnaire de satisfaction pour voir si j'ai été assez claire et également le PowerPoint qui sera mis à votre disposition. Ah, c'est parfait, merci. De rien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. N'hésitez pas à réactiver votre micro si vous souhaitez poser une question ou l'écrire dans le chat, il n'y a aucun souci. Alors, la définition d'une petite retraite. Alors, les petites retraites, ça va être les retraites qui, pour le coup, vont être en dessous des 85% du SMIC, qui est l'objectif du gouvernement. Donc, une retraite qui est en dessous de 1 200 € pour une carrière complète est considérée comme une petite retraite et devrait être valorisée à terme à ce niveau de 85% du SMIC, c'est-à-dire environ 1 200 € brut, mais évidemment 1 200 € brut. Voilà. Sachant qu'à peu près, on est sur à peu près 10% de cotisations qui sont enlevées pour arriver sur le net. Voilà. J'ai une question. Oui. Oui, bonjour. Alors, oui, je vous écoute. Je répondrai à la question écrite après. Je vous écoute. Bonjour. Voilà, moi, je dois partir à la retraite en fin d'année, puisque je vais avoir 63 ans. Et sur l'estimation info retraite au mois d'avril, j'avais vu pour ma carrière que j'avais le droit à temps. Donc, ils me mettaient un montant beaucoup supérieur. Et quand j'ai fait l'estimation il y a deux jours, le montant était beaucoup inférieur. Donc, je voulais savoir pourquoi. Alors, sur les simulateurs info-retraite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pas d'une. C'est pour ça, si nous, on propose des missions de diagnostic retraite, c'est bien qu'en fait, les simulateurs de retraite qu'il y a en ligne ne sont pas très fiables. Ça, je ne vous le cache pas. Nous, ce n'est pas du tout les simulateurs qu'on utilise. On a des logiciels spécifiques et on refait même parfois le calcul à la main. Alors, je ne pourrais pas vous dire dans votre cas précis pourquoi le montant il était si différent. À mon sens, il n'y a rien dans la réforme qui impacte le montant au point de le faire diminuer, surtout pour quelqu'un qui a déjà 63 ans, donc qui normalement n'est pas ou peu impacté par les mesures. Donc, je pense, je veux pas m'avancer, mais c'est peut-être que dans un des deux cas, lequel je ne sais pas, il y a un bug ou un problème au niveau du simulateur. Mais je peux pas vous dire si, sans avoir votre carrière ni rien, je peux pas vous dire si le bon montant c'est celui d'avant ou celui de maintenant. Mais justement, aujourd'hui, j'ai signé avec le cabinet Sobeski une étude justement de liquidation par votre intermédiaire, justement, de Siemens. D'accord. Et donc, j'aurai écoutez, dans ce cas-là, oui, vous aurez sans doute une idée un peu plus précise dès que j'aurai attaqué le dossier. Et une dernière question, bon là, c'est pour mon épouse. Mon épouse, elle a une carrière longue, puisqu'elle a les 5 trimestres avant les 20 ans. Oui. Elle est née en 65. D'accord. Et donc, apparemment, d'après vos calculs, il faudrait qu'elle aille jusqu'à 172 trimestres. Oui, c'est ça. Et maintenant, il lui faut 172 trimestres et plus, je crois que 65, c'était 169 qu'il en fallait avant. Et maintenant, il en faudra 172. Elle pourrait partir qu'à 62 ans. Et ça va repousser au niveau de l'âge les 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans. Ça ne permettra plus de partir à 60 ans, mais à 60 ans et quelques mois. Et en plus de ça, effectivement, il lui faudra plus 169, mais 172 trimestres. Donc techniquement, si elle était pile poil au bon nombre de trimestres, il faudra qu'elle en fasse 3 de plus pour pouvoir partir, à la retraite. Donc, il faut avoir les deux conditions réunies, 172 trimestres et les 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. De rien. Alors, donc, je reprends les questions qui sont écrites. Alors, donc, pour une carrière non complète, normalement, les carrières non complètes vont être pas ou peu impactées par les différentes mesures que je vous ai présentées de relèvement de la retraite. Il va y avoir, je pense, il est possible de bénéficier du minimum contributif pour certaines retraites non complètes. Alors, il y aura peut-être une augmentation
Si le minimum contributif augmente, il y aura de fait une augmentation de ces petites retraites de carrière non complètes, mais à mon avis, ce sera bien moindre que pour les carrières complètes. En tout cas, on ne sera pas aux 85% du SMIC. Alors, ensuite, je voulais savoir pour les enfants si c'est déjà déduit sur le décompte du compte retraite ou si je dois les déduire. Alors, dans la plupart des cas, les trimestres pour enfants, ils ne sont pas dans le relevé de carrière. C'est très, très rare. Et s'ils sont dans les relevés de carrière, généralement, c'est indiqué. Et pareil, pour la majoration pour enfants, si elle est prise en compte dans les calculs de simulation, c'est forcément indiqué. Sinon, c'est qu'elle n'est pas prise en compte. Alors, je suis née en 64, j'ai besoin de 171 trimestres pour partir au taux plein. Le 1er décembre 2027, j'aurai un total de 188 trimestres. Alors, effectivement, il vous en faut que 171 pour avoir le taux plein et vous en aurez largement assez. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on peut partir et avant, sauf si vous êtes dans un cas de carrière longue. Et là, dans ce cas-là, il faudra le calculer. Il faudrait que j'ai votre relevé de carrière sous les yeux. Il faudrait que je vois quel trimestre je peux prendre et que je ne peux pas prendre. Mais si vous n'avez pas de carrière longue, malheureusement, même si vous avez, entre guillemets, largement le bon nombre de trimestres, c'est l'âge légal minimum pour partir. Ce sera l'âge de 60, quasiment de 64 ans pour vous, 63 ans et quelques... Alors, si vous avez bien les 5 trimestres avant les 21 ans, potentiellement, vous pouvez partir un an plus tôt. Le fait est que ce n'est pas la seule condition qu'il faut. Il faut que dans vos 188 trimestres, il y ait au moins 171 trimestres de travailler et avec seulement 4 trimestres de chômage ou 4 trimestres de maladie. Si vous avez dans vos 188 trimestres, mettons les trimestres pour enfants, ils ne comptent pas, par exemple. Tous les trimestres que vous pouvez avoir pour enfants, il faut les retirer. Si vous avez plus de 4 trimestres de chômage, il faut les retirer également. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de le dire sans avoir de relevé de carrière et sans avoir rien sous les yeux. Donc potentiellement, si vous avez bien 5 trimestres avant vos 21 ans, vous pouvez peut-être partir un peu plus tôt en anticipé, mais c'est pas garanti. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres demandes. Alors, cumul emploi-retraite d'un résident à l'étranger, 6 mois en France, 6 mois à l'étranger, possible. Alors, en fait, ça va dépendre. Normalement, ça devrait être possible. Ça va dépendre de votre emploi. Si vous êtes salarié, si vous êtes TNS. Normalement, si vous êtes TNS, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Éventuellement, si vous êtes salarié, là, il faudrait regarder précisément les conditions du contrat que vous avez signé, etc. Mais normalement, si vous travaillez, si la période de le cumul emploi-retraite, c'est sur un travail en France, normalement, c'est possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je pense que c'est tout. Surtout, n'hésitez pas, de toute façon. Ah, je vois qu'il y a encore une question. Alors, les trimestres cotisés dans le public ne sont pris en compte dans mon relevé de carrière avec la réforme. Pourra-t-on en tenir compte? Alors, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas pris en compte. C'est que, par exemple, si vous avez déjà liquidé votre retraite de façon anticipée, parce que je sais que ça arrive à l'éducation nationale, on peut parfois liquider sa retraite très tôt, mais on ne liquide que sa retraite fonctionnaire. Et on a une carrière autre par ailleurs. Ils disparaissent du relevé de carrière. Ça, c'est automatique. Et une fois qu'on a liquidé la retraite, ils disparaissent du relevé de carrière. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en compte pour quand vous liquidez votre retraite du privé. Simplement, voilà, c'est les trimestres fonctionnaires, généralement sur des retraites qui sont liquidées en anticipé avant 60 ans, ils disparaissent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Et d'ailleurs, si vous téléchargez votre relevé CARSAT et pas le relevé tout régime, il me semble que dans les relevés CARSAT, même en cas de liquidation, les trimestres continuent d'apparaître. Donc voilà, donc c'est réforme ou pas réforme, normalement, si vous avez cotisé des trimestres, même si c'est fonctionnaire, ce sera bien pris en compte pour le calcul global de votre départ. Ce n'est pas parce que vous avez une retraite fonctionnaire et une retraite privée que vous n'aurez pas votre taux plein et la possibilité de partir à l'âge légal. Ils vont bien compter tous les trimestres. Pour vous dire, même des trimestres faits à l'étranger peuvent parfois être pris en compte s'il y a
un accord qui est signé avec les pays. Donc, si les trimestres étrangers sont pris en compte, les trimestres fonctionnaires sont également pris en compte. Il n'y a pas de souci. C'est juste que parfois, effectivement, ils n'apparaissent pas dans les relevés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir vous libérer un peu plus tôt que prévu. C'est vrai que j'étais, voilà, c'était pas prévu pour durer 2 heures de discours, donc, mais j'espère que j'ai pas été trop vite malgré tout. De toute façon, vous aurez le replay disponible dès demain et on vous fera parvenir un lien de toute façon avec également le support et un questionnaire. Voilà. Donc, et bien sûr, comme vous avez le support, vous avez grosso modo mes coordonnées. Si vous êtes client du cabinet, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable si vous avez des questions. Il pourra me contacter et on pourra convenir éventuellement d'un rendez-vous s'il y a besoin. Et donc voilà. Donc en attendant, malgré cette réforme qui va tous nous impacter, je vous souhaite quand même un bon été. Et voilà, surtout s'il y a un autre webinaire qui se fait un peu plus précis ou certains points particuliers, on vous renverra bien entendu une invitation. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon été et merci en tout cas pour votre attention et pour vos questions.